Bonjour Philippe Corcuff. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Philippe, tu es maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon et tu viens de publier La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées aux éditions textuelles. Alors c'est 650 pages dans lesquelles tu reviens sur les errements intellectuels et théoriques d'une foultitude d'individus, notamment de gauche, vers l'extrême droite. Tu appelles ça la grande confusion. En gros, à part l'historien Roger Martelly, tout le monde ou presque en prend pour son grade. On va y revenir, mais d'abord tu le dis, Winter is coming, tout s'embrouillarde. Alors je vais commencer par la fin. Est-ce que tu as de l'espoir sur ce qui est à venir ou bien ton livre, c'est une chronique de la catastrophe annoncée, voire de la catastrophe dans laquelle on est peut-être déjà? Le livre s'appelle Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, c'est-à-dire que c'est pas à gagner. Donc les choses sont encore en jeu. Mais vu les tendances que j'analyse dans le livre, les tendances idéologiques, je suis plutôt pessimiste. Et donc le livre finit plutôt sur une espérance que j'appelle mélancolique, que je peux retirer de l'œuvre de Walter Benjamin ou de mon regretté ami Daniel Ben Saïd, qui intègre nécessairement une dose de pessimisme et qui reste ouvert sur des possibilités d'avenir. Et pour ce faire, d'ailleurs, je prévois de faire une suite qui doit s'appeler Réinventer l'émancipation. Donc avec l'idée qu'il faut aussi pas explorer le côté obscur de la force simplement, mais le positif. Alors, ce que tu fais dans ton livre, c'est que tu crées des généalogies entre les idées et entre les individus et tu montres comment, par exemple, parce que le philosophe marxiste Étienne Balibar cite le juriste Carl Schmitt, le juriste nazi Carl Schmitt, et qu'Éric Zemmour, par exemple, aimait beaucoup le communiste Georges Marchais, tout est confusion. Mais précisément, est-ce que ce n'est pas en voulant voir des hérédités là-dedans que ton livre ne crée pas lui-même de la confusion? En fait, en ordonnant la confusion, est-ce qu'on ne crée pas plus de confusion? Parce que mon problème, mon analyse, elle part de Michel Foucault et de l'idée de formation discursive. C'est-à-dire que pour Foucault, le découpage principal, c'est pas le découpage auteur. Et donc, c'est une forme de discours et d'idées idéologiques impersonnelles qui se constituent indépendamment de la conscience et de la volonté des différents locuteurs et qui échappent à tous les locuteurs. C'est-à-dire qu'ils participent à construire une trame de discours qui échappe à tout le monde. Et donc c'est cette trame qui pose problème. C'est cette trame peu à peu d'évidence qui pose problème. Il y a des locuteurs qui interviennent dans mon livre de manière simplement ponctuelle. Par exemple, Étienne Balibar, c'est un de ceux qui a réévalué la pensée de Carl Schmitt, un juriste nazi, dans la gauche radicale. C'est pas le premier marxiste à l'avoir fait. Non, mais il y a eu un moment donné, dans les années 90, cette tendance. Mais la plupart des contributions de Balibar au débat politique et intellectuel sont dans la formation discursive de l'émancipation, mais ponctuellement. Et donc il y a beaucoup de locuteurs dans mon livre qui ponctuellement contribuent sur tel ou tel point, sur le rapport à la nation, sur l'affaiblissement de la frontière de l'extrême droite, etc., à la trame, disons, discursive contre confusionnisme, mais par ailleurs, quand ils parlent dans différents contextes, ils disent des choses différentes. Donc il ne s'agit pas en fait de mettre en cause des personnes dans leur globalité. Après, il se trouve qu'il y a des locuteurs qui se sont enferrés dans la forme, disons, conservatrice en venant de la gauche, comme Michel Onfray aujourd'hui, où là on a une forme plus stabilisée et on n'est plus simplement dans le ponctuel. Alors, en fait, moi, ma question portait plutôt sur la cohérence que tu donnes à cette confusion, en fait. Et le fait que, est-ce que tu n'as pas peur, en fait, que en donnant de la cohérence à cette confusion, tu ne crées encore plus de confusion? Non pas chez des gens qui sont stabilisés, comme tu dis, par exemple avec Michel Onfray ou Alain Soral, mais avec d'autres qui appartiennent encore, en fait, à la galaxie, en fait, de la gauche et de la gauche radicale. D'abord, la cohérence que je donne, elle est partielle. C'est-à-dire quelque chose se constitue avec des connexions qui sont que partielles et qui sont mouvantes, donc c'est en mouvement.
Dans cette cohérence, il y a des circulations. Par exemple, si je prends la sociologue Nathalie Henich, qui vient de la gauche, et qui a fait sa thèse avec Pierre Bourdieu, elle a d'abord intervenu, disons, contre le Pacs, puis contre le mariage pour tous. Elle a écrit un article dans le débat, au moment du débat sur le mariage pour tous, que je considère avoir des formules homophobes. Je ne suis pas le seul à le considérer. Et donc là, c'est ce secteur qui vient de la gauche et qui a des proximités avec la manif pour tous. On pourrait dire que c'est ce secteur. Bon. Elle n'a pas forcément de lien avec ceux qui valorisent la nation et dévalorisent le monde. Par contre, il y a des circulations. Depuis, Nathalie Henich signe presque tous les textes collectifs qui dénoncent le décolonial, le postcolonial, etc. Et qui, disons, fait des amalgames autour de l'islamisme. Et alors, ça n'arrivait rien à voir avec le mariage pour tous, mais elle a circulé dans cette trame. Et donc, elle contribue elle-même dans son trajet à cette cohérence partielle. Bon. Donc, évidemment, en objectivant toujours un espace en voie de constitution, en le prenant pour objet, on contribue un petit peu à lui donner de la consistance. Hein, mais c'est le problème de l'analyse, hein, qui est toujours comme ça. Ce qui lui donne de la consistance à cet espace, c'est pas simplement le jeu des différents locuteurs, c'est le contexte. C'est-à-dire que le clivage gauche-droite qui émerge à la fin du XVIIIe siècle au sein de la Révolution française, qui chemine tout doucement en France au XIXe, mais sans forcément être le clivage principal. Bon, il a une insertion surtout parlementaire, mais qui, à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle, va devenir la lecture dominante de l'espace politique, et en France, et largement dans le monde d'ailleurs. Ce clivage s'affaisse, pour différentes raisons. Bon. On a donc un mouvement d'effacement du clivage. Portant ce clivage, il y a une association qui est très importante dès le XVIIIe, c'est ce que j'appelle le lien entre critique sociale et émancipation, avec une critique sociale structurelle, c'est-à-dire on met en cause des structures de classe, des structures coloniales, des structures de genre qui pèsent sur les individus. Et quand on critique ces dominations, ces inégalités, ces discriminations, c'est au nom d'une émancipation individuelle et collective. Ce couple se dissocie. Et une partie de la pensée conservatrice que j'analyse, hein, comme Soral, Zemmour, Renaud Camus, Hervé Juvin, antérieurement Alain de Benoît avec la Nouvelle Droite qui jouait un rôle de laboratoire, Mathieu Botte-Côté. Donc là, cette pensée ultra-conservatrice actuelle, elle va prendre la critique comme un élément central. C'est ce que j'appelle l'hypercriticisme. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, sans doute, la dynamique critique est plutôt du côté ultra-conservateur aujourd'hui. Alors que c'était une caractéristique centrale de la gauche, avec une forme de critique dite anti-système, dont on ne sait pas très bien, parfois c'est le néolibéralisme, parfois c'est les médias, parfois c'est telle personne, c'est mouvant, c'est protéiforme, et la critique circule souvent autour de formes conspirationnistes, c'est-à-dire c'est lié que ce qui va mal, c'est lié à la manipulation cachée par quelques individus puissants ou quelques groupes puissants. C'est dans ce contexte que les interférences entre des thèmes d'extrême droite, de gauche modérée et de gauche radicale, tels que je les analyse avec différents locuteurs, c'est dans ce contexte qu'ils ont une cohérence parce que c'est peu à peu quelque chose qui prend la place de l'ancien clivage, en utilisant certains de ces termes. Ce qui fait que ce livre, je l'ai fait pour moi aussi, c'est qu'à un moment donné, on entend un discours, on se dit, tiens, moi j'ai été longtemps membre du conseil scientifique d'attaque, tiens, voilà un discours anti-néolibéral intéressant. Et puis on pousse un peu plus loin, on lit un peu plus, on l'entend sur Internet, et finalement, il y a Rothschild et les Juifs qui arrivent. Alors je me dis, non, ça c'est plus attaque. Bon. Ou alors, c'est les musulmans, l'invasion migratoire. Et alors, je me dis, voilà, et dans un premier temps, ça ressemble. Alors,
mon livre, c'est un outil aussi pédagogique, d'abord pour moi, pour me repérer dans le brouillard et pour voir, essayer, en faisant une hypothèse, que se met en cohérence quelque chose qui est très mauvais pour la tradition de l'émancipation. Alors, tu l'as dit, en fait, tu fais des groupes. Alors, un des locuteurs, comme tu dis, qui revient souvent dans ton livre, c'est le philosophe de la gauche radicale, Frédéric Lordon. Alors, tu l'associes notamment, et ce, dès le début du livre, au centriste Jacques Julliard et à l'ultra-conservateur nationaliste québécois Mathieu Bock-Côté, dont tu viens aussi de parler. Tu dis que ces trois-là, je cite, convergent d'une certaine manière sur la réévaluation du national et la délégitimation de l'internationalisme. Est-ce que tu penses qu'avoir, mais c'est ce que tu disais un peu sur le néolibéralisme, avoir une position critique sur l'internationalisme, ça suffit à mettre ces trois personnes dans le même sac? Et après, j'ai une question subsidiaire, c'est toi, hein, tu te situes parfois dans le livre, mais est-ce que tu produis, est-ce que tu pourrais te mettre, par exemple, avec des ultra-conservateurs ou des ultra-critiques, on va dire, de la même façon dont tu mets Frédéric Lordon à côté de Mathieu Bock-Côté et de Jacques Julliard? Alors, sur ce cas-là, c'est parce que c'était pour donner un exemple frappant, et ça commence le livre dans l'introduction générale. C'est que le problème n'est pas de réfléchir aux limites de ce qu'a été l'internationalisme, le cosmopolitisme et la question de la place de la nation. Ça, c'est tout à fait légitime. Ce qui est important, c'est que, je pense que ça serait important, y compris pour Frédéric Lordon, puisqu'il est dans le camp de la gauche radicale, il vient de sortir un livre sur le communisme, bon, c'est ce que Max Weber appelle une éthique de responsabilité. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, ça tombe dans un contexte où ça a un certain sens. Or, est en train de se constituer une trame générale qui va de l'extrême droite à la gauche radicale, en partant par des formes de gauche modérée et la droite, ou simplement à un niveau général, quand c'est mondial et européen, c'est mal, quand c'est national, c'est bien et c'est la solution. Donc, je suis tout à fait pour réfléchir à national, à international, etc. Mais ne pas alimenter cette forme qui est en train de se constituer. Donc ça veut dire qu'il faut le faire autrement. La connaissance, ça sert à ça. Ça sert à ce que je vais dire quelque chose, mais ce quelque chose, ça ne dépend pas de mes intentions. Ça tombe dans un contexte, et ce n'est pas mes intentions qui donnent le sens principal de ce que je dis. C'est le contexte dans lequel ça tombe. Par exemple, le livre de Lordon, dans les années 70, ne pose aucun problème. Hein? Donc c'est ni Lordon, ni complètement le contenu du livre. C'est ce qui est en train de faire système idéologiquement dans l'espace public en France. Voilà. Alors, sur le cas particulier, c'est pas simplement ce qui lie Julliard, qui vient quand même, c'est un théoricien néolibéral de l'axe de gauche, c'est quand même l'auteur de La République du Centre avec Pierre-Rosan Vallon et François Furet. Donc c'est le cœur de la deuxième gauche sociale-libérale, hein, qui a contribué à légitimer le néolibéralisme. Maintenant, il est un peu critique. Bon. Bock-Côté et Lordon, c'est pour ça que je fais le lien à un moment donné, et ça me sera sans doute reproché avec Maurice Barrès, le nationalisme, disons, de la fin du 19e et du 20e, c'est pas n'importe quelle valorisation du national, c'est un national enraciné. Et si on reprend le roman Les Déracinés de Barrès, c'est ce que je fais, en reprenant des catégories qui sont utilisées par Barrès, on voit que l'idée de définir la nation comme un enracinement profond, comme des racines profondes qui s'imposent à tous ceux qui participent à la nation, ça va réunir, dans une série de formulations, Bock-Côté, Lordon et Julliard. Hein. Je le précise dans le livre, contrairement à Barrès, ça ne s'accompagne pas d'antisémitisme dans les trois cas. Hein. Donc il faut toujours être précis. Ouais, mais alors tu dis un truc qui est hyper intéressant, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la responsabilité selon Weber. Tu dis, le risque idéologique d'une connexion aujourd'hui avec l'antisémitisme n'en est pourtant pas complètement écarté, pas chez Julliard, Lordon ou Bock-Côté eux-mêmes, mais dans les appropriations possibles par d'autres des thèmes qu'ils mettent en avant, et cela à cause de certains traits du contexte. Mais moi, il y a un autre... Donc tu me parles du contexte, tu m'as dit tout à l'heure le livre de Lordon. Sur cette question, le contexte, c'est notamment à partir de la présidentielle de 2017, le ressurgissement du fantasme autour de Rothschild.
le nom de Rothschild, qui est un vieux fantasme, disons, de la pensée antisémite, qui date, comme l'a montré Pierre Birnbaum, le sociologue de 1830, dans son livre Le peuple et les gros, ce fantasme a ressurgi lors de la campagne de 2017, présidentielle, puis a rebondi lors des Gilets jaunes, et contre les intentions même de Julliard, Lordon et Bock-Côté aussi, hein, c'est pas parce que c'est un ultra-conservateur que je vais lui attribuer des choses ignobles, bon, ça serait faux. Contre leur volonté, ça peut se connecter, ce nationalisme de l'enracinement, à la dénonciation du déracinement cosmopolite des Juifs et de l'argent. Bon, parce qu'il y a des choses dans le contexte qui peuvent connecter à ça. Donc, tu parles de l'importance du contexte. Est-ce que toi, tu n'as pas peur de la façon dont peuvent être récupérés des chapitres et des pages où tu parles de, par exemple, Jean-Luc Mélenchon trumpisé ou de la France insoumise qui serait conspirationniste de façon stratégique ou de façon tactique, je ne sais plus. Est-ce que tu n'as pas peur que ça soit utilisé par tous les adversaires en fait, de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon et que ça participe des qui lui sont lancés en permanence? C'est un travail, disons, de distanciation vis-à-vis de mes propres préjugés et impensés, ce qui fait que je passe en revue, et ça, je l'explique un peu dans l'introduction, les impensés de mes propres engagements. J'ai milité pendant plus d'une dizaine d'années dans le groupe dirigé par Jean-Pierre Chevènement, qui est un des protagonistes négatifs, disons, du livre. J'ai noué des relations amicales avec Jean-Claude Michéa. J'ai noué des relations amicales avec Michel Onfray, etc., etc. Bon. Donc, une partie des locuteurs que j'analyse, parfois j'en ai été proche, et pour une partie d'entre eux, je garde de la sympathie. Bon. Donc, mon problème, c'est un moment de distanciation. Et après, c'est essayer de ne pas être unilatéral sur les personnes. Par exemple, je critique beaucoup Michel Onfray, mais j'essaie de relativiser certaines critiques à certains moments pour prendre en compte des éléments du contexte, hein, notamment dans sa vie personnelle, bon, qui pourraient rendre compte de basculement. Bon. Et je dis que ça ne remet pas complètement en cause les apports dans sa réflexion sur l'anarchisme aujourd'hui. Bon. Même chose, j'essaye de montrer des choses chez Jean-Claude Michéa. Chez Frédéric Lordon, il est critiqué à différents moments du livre, bon, mais justement dans la confrontation avec Chantal Mouffe, je montre à la fin du livre la supériorité de certaines analyses de Lordon par rapport à Mouffe, notamment la lucidité par rapport aux capitalisations politiciennes. Hein, bon. Donc, j'essaye de ne pas faire des portraits d'un bloc et de prendre les locuteurs dans différents éléments. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. Je montre tout l'espoir que suscite en moi son tournant hésitant vers une pensée de la créolisation. Bon, donc c'est très important. Après, c'est des nuances d'analyse qui sont nécessaires pour éviter les appropriations les plus manichéennes de ce que j'ai fait. Mais un auteur ne maîtrise jamais toutes les appropriations qui peuvent être faites de son travail, et donc ça ne veut pas dire que ça empêchera. Par exemple, ça pourrait contribuer, ma perspective, mon intention principale, c'est de permettre de réinventer une gauche d'émancipation. S'il y avait certains usages dominants dans la réception médiatique et militante de mon livre, ça pourrait contribuer à dévaloriser plus la gauche. Et ça, c'est un risque. Hein, c'est un risque. Mais comme je suis face à une déconstruction de la gauche avec de forts périls, il fallait faire cette analyse rien que pour moi de ce qui est en train de se passer, d'essayer de me défaire un peu de mes propres impensés, de mes propres aveuglements historiques, parce que ça fait 40 ans, une quarantaine d'années que je suis militant dans différentes organisations, et
et de le lancer dans le débat public avec l'idée que ça permettra une prise de conscience. Par exemple, évidemment, ce que je souhaiterais, c'est que Jean-Luc Mélenchon accentue la pensée de la créolisation. C'est ça que je voudrais qu'on tire de ce livre. Je voudrais que Frédéric Lordon se rende compte des risques pour que sa réflexion sur la place du national et de l'international, ces formulations permettent davantage que ça ne soit pas connecté aux formes les plus ultra-conservatrices. Donc je souhaiterais que ça serve à une prise de conscience, notamment pour la gauche. J'espérerais, mais là, les choses sont tellement avancées, j'espérerais que ça conduise Michel Onfray à faire complètement machine arrière, bon, etc. Bon. Donc, ça c'est mon intention, mais c'est pas forcément mon intention qui va donner l'appropriation du livre dominante. Oui, mais alors j'ai une double question. Est-ce que tu n'as pas peur en fait que en parlant par exemple de Jean-Luc Mélenchon trumpisé, ça exclut d'emblée une lecture par Jean-Luc Mélenchon de la suite de ce que tu peux écrire sur lui, ou pareil sur Frédéric Lordon que tu associes à Mathieu Bock-Côté? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que donc tu parles beaucoup de ces hybridations un peu dans la généalogie des penseurs et des locuteurs. Est-ce que toi, ce que tu cherches, c'est une espèce de pureté idéologique une pureté idéologique et généalogique en fait des idées, c'est-à-dire que on ne pourrait pas en fait hybrider des champs de la pensée avec des champs qui seraient un peu extérieurs à ceux de la gauche? Je suis pour... alors, pour la première question, il vaut mieux commencer par la première question. C'est possible que ça empêche Frédéric Lordon ou Jean-Luc Mélenchon de lire mon livre ou de s'y intéresser. Donc, alors, c'est dommage, mais c'est pas l'élément principal. En fait, moi, peut-être que je m'adresse davantage à ceux qui aiment ce qu'écrit Frédéric Lordon et ceux qui aiment l'homme politique Jean-Luc Mélenchon. Et eux, j'espère que ça va leur permettre simplement de mettre à distance une série de choses sans le fait que ça enlève la sympathie forte qu'ils puissent avoir pour Mélenchon ou Lordon. Dans le cas de trumpisé, c'est simplement, c'est pas Mélenchon, hein. C'est que je me suis aperçu qu'au moment de l'élection de Donald Trump, il y a eu une série de réactions en partie positives qui venaient de la gauche. Alors c'est très étonnant, voilà. Ça a commencé avec Ignacio Ramonet, l'ancien directeur du Monde diplomatique, bon, avant même l'élection. Et puis quelques jours après l'élection, il y a une série de réactions avec des forts éléments positifs qui valorisent ce qui a été fait là, marquant des proximités partielles. C'est le cas notamment de Mélenchon, de Laurent Bouvet, de Jean-Claude Michéa, un peu plus tard, et d'Emmanuel Todd, sans doute le plus fort. Et puis plus récemment, parce qu'au moment où on ne savait pas encore si Trump était réélu ou pas, Arnaud Montebourg en a rajouté dans ce sens-là, alors que les bulletins étaient en train d'être comptés pour l'élection de 2020. Bon. Donc, et ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qui se passe avec une trumpisation partielle à un moment donné de gens importants à gauche. Non, mais toi, tu parles de trumpisation alors qu'on pourrait considérer que c'est juste une façon, en fait, ils ont regardé l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine, et ils en ont tiré plus ou moins des conclusions. En tout cas, ils en ont tiré une analyse. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il s'agit d'une trumpisation des locuteurs en particulier? Je ne suis pas certain. Il n'y a pas vraiment d'analyse. En fait, ils projettent leur conception en l'associant à des thèmes ultra-conservateurs. Et c'est là où ils font l'erreur. Et ils projettent trop tôt, parce que la plupart de ces réactions, sauf celle de Montebourg, mais la plupart de ces réactions viennent à 2-3 jours. Par exemple, ils pensent que c'est une victoire massive de Trump. Or, on saura une semaine après qu'il a 3 millions de voix de moins presque. Ils croient qu'il y a un vote populaire massif pour Trump. Or, les enquêtes ont montré très vite, les sondages sortis des urnes, que les
moins diplômés ont davantage voté pour Trump, mais ceux qui ont moins de revenus ont davantage voté pour Clinton. Bon. Donc, donc ils se sont précipités sur une série d'associations, sur l'idée que c'est l'opposition entre l'élite médiatisée, l'oligarchie et le peuple. Représenté par Clinton. Voilà. Et donc il y a Clinton et Trump, c'est le peuple. Et sur son blog, Mélenchon dit, oui, mais c'est un peu, alors c'est le peuple de droite, moi c'est le peuple de gauche, mais c'est à peu près la même chose. Donc il fait le lien, etc. Son hostilité aux médias, l'idée qu'il y a un complot médiatique contre Mélenchon, eh ben, il y a eu un complot médiatique contre Trump aussi, etc. Bon. Donc, il y a, disons, une série d'interférences dommageables qui montrent que, finalement, la pensée, disons, de gauche apparaît désarmée par rapport à l'ultraconservatisme. Alors, est-ce qu'il ne faut pas hybrider ? Ben, il faut hybrider, parce que moi je défends une pensée de l'hybridation, mais en tenant compte du contexte, cette montée de la pensée ultra-conservatrice et des zones confusionnistes, et dans le sens de l'émancipation. Par exemple, à la fin du livre, je critique beaucoup dans le livre, un des derniers livres de Pierre-André Taguieff, qui est un livre contre la notion d'émancipation, où alors que longtemps il s'est réclamé des Lumières, finalement il remet en cause un élément important de la galaxie, disons, de la pensée des Lumières, l'émancipation. Et dans le livre, je dis qu'il y a des choses intéressantes, il nous oblige à réévaluer le passé, la tradition. La tradition, dans la tradition des Lumières, c'est plutôt simplement le préjugé, donc c'est négatif. Donc comment, voilà, les conservateurs nous posent un vrai problème. Comment réévaluer le passé ? Mais je dis, il ne faut pas le faire comme les conservateurs. Donc il faut se saisir de la question, et je vais vers Walter Benjamin avec la façon dont Benjamin va penser la tradition comme un jeu de lutte entre conservateurs et progressistes, au lieu de faire, disons, de la tradition simplement le lieu du préjugé qu'il faut éliminer. Bon. Donc il faut hybrider, il faut aller chercher des différents courants. Par exemple, souvent on va considérer que le libéralisme politique, c'est la droite. Je montre que la pensée anarchiste, celle de Proudhon et celle de Bakounine, la pensée de Marx aussi, hérite du libéralisme politique, c'est-à-dire de la pensée de Montesquieu sur l'équilibre des pouvoirs et de la pensée des droits individuels et collectifs depuis Locke. Et notamment, un des premiers textes de Marx, c'est un texte contre la censure. Bon. Donc il y a un héritage du libéralisme. Donc pour moi, ma gauche d'émancipation, elle doit hériter de ça. Mais elle n'hérite pas complètement avec la logique d'émancipation. Et je dis, les libéraux politiques, leur problème, c'est qu'ils pensent à un individu posé là, en dehors des relations sociales. Ça ne va pas. Donc il faut réinsérer les individus dans des relations sociales. Il ne faut pas avoir une vision monadique des individus. Mais il faut refuser la pensée conservatrice type Jean-Claude Michéa, ou qu'on trouve aussi chez Lordon, qui voudrait qu'il y ait une unité du libéralisme, c'est-à-dire que le libéralisme politique et le libéralisme économique, c'est-à-dire la défense des droits individuels et collectifs, et le marché, c'est la même chose et qu'il faut combattre les deux. Donc il y a bien de l'hybridation, mais avec la boussole de l'émancipation. Et dans toutes les constructions que j'analyse, souvent pas très construites, parce que par exemple un billet de blog de Jean-Luc Mélenchon, c'est une réaction à un événement, c'est construit avec pas beaucoup de choses. Un gros livre théorique comme Imperium de Frédéric Lordon, c'est réfléchi, c'est mûri, c'est construit théoriquement, c'est raboté au niveau... Bon, c'est pas exactement le même type de discours. Donc, mais ce que j'essaye de dire, c'est que on peut emprunter des choses aux formes conservatrices, on peut hybrider avec différentes traditions, il n'y a pas de pureté, puisqu'il n'y a pas de solution, puisque je remets en cause l'idée que la solution, ça serait de revenir avant. Ce que j'appelle le nostalgisme. Soit la nostalgie de la République, soit la nostalgie du socialisme. Je défends l'idée de quelque chose qui serait post-socialiste, et post-républicain. Bon. Donc il faut inventer quelque chose de nouveau en partie avec les matériaux de la tradition. Donc il faut hybrider, il faut emprunter des choses, et pourquoi pas emprunter des questionnements, ou même des éléments
à la droite, mais avec cette boussole de la gauche d'émancipation, et avec un très grand souci de ne pas être associé, disons, aux formes qui sont en train de prendre, ultra-conservatrices, et les intersections qu'il y a avec le confusionnisme. Alors, il y a un autre sujet important que tu abordes, c'est celle des questions d'identité qui bloquent, selon toi, précisément les logiques d'émancipation dont tu parles. Alors, tu parles surtout, celle qui bloque le plus, c'est la question de l'identité nationale. Tu parles en ce qui concerne certaines revendications identitaires, comme celle, par exemple, des homosexuels ou des personnes racisées, d'essentialisme stratégique. Tu dis, en gros, comprendre ce que c'est et à quoi ça peut servir dans un contexte donné, mais tu n'es pas vraiment d'accord, en fait, complètement avec cet essentialisme stratégique. C'est ça? Ou je me trompe? Oui, alors, moi je pense que la question identitaire, c'est une question importante, parce que chacun a des repères d'identité. Et c'est pour ça que j'ai forgé, je n'utilise pas le mot identitaire le plus souvent, mais identitarisme. Identitarisme, c'est une pathologie de l'identité. L'identitarisme, c'est le fait que quand on va appréhender une personne ou un groupe, on va le faire à partir d'une identité principale qui est compacte et close. Ça peut être une identité nationale, une identité religieuse ou autre. Bon. Or, il me semble que tant les individus que les groupes sont composés d'hybridation, de mouvements, de processus. Bon. Et donc c'est en fonction de cette vision en termes de processus d'hybridation et de mouvement. Que dans un même individu, il y a plusieurs fils identitaires. Ça peut être son appartenance religieuse, nationale, générationnelle, différents engagements, des expériences familiales. Ça se recoupe et ça fait la singularité de chaque individu. Bon. Donc, mon problème, c'est l'identitarisme, c'est-à-dire enfermer une personne ou un groupe dans une identité compacte et close. Donc, dans un certain nombre de mouvements critiques, il peut y avoir des revendications identitaires qui ne sont pas identitaristes. Par exemple, Tain, le président du CRAN, va, en tant qu'association défendant, disons, les Noirs par rapport à des formes de discrimination, va défendre des éléments identitaires noirs, mais en tant qu'homosexuel, va défendre l'identité homosexuelle, etc. Et donc, il va bien avoir une vision de la singularité individuelle qui est faite de différents fils identitaires. Donc, il n'est pas du tout identitariste. Les indigènes de la République sont devenus identitaristes. Ils ont réduit... Alors, ce que Ouria Boutedja a appelé communauté, elle utilise souvent le mot communauté. Des fois, c'est l'ensemble des musulmans, enfin, c'est l'ensemble des racisés, c'est très variable. Hein. C'est comme système, chez certains, c'est très variable ce qu'elle appelle communauté. Mais il y a l'idée d'une identité close qui définit, ce qui fait que, par exemple, en tant que femme, elle va considérer que son identité, disons, d'indigène doit prédominer par rapport à son identité de femme, et que donc l'oppression postcoloniale doit dominer par rapport à l'oppression de genre. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'elle prône l'idée qu'il faut d'abord soutenir nos hommes, comme elle dit. Bon. Donc, là, on a une démarche identitariste. C'est ce que le sociologue, qui est un des grands spécialistes de l'islamophobie en France, qui a été d'ailleurs mon étudiant à Lyon, Abdelali Hadjat, appelle l'essentialisme inversé. C'est-à-dire que dans les mouvements contestateurs, il peut y avoir une forme de réification de l'identité contre. Je ne les mets pas sur le même plan, comme Abdelali Hadjat ne met pas les deux sur le même plan. L'identitarisme des dominants, l'identitarisme des dominés, parce que ça peut être une ressource de lutte. Mais ça a beaucoup de désavantages. Ça écrase la singularité individuelle et ça ferme la définition du groupe. Et ce que, dans la pensée postcoloniale, l'auteur indienne qui a enseigné surtout aux États-Unis, Spivak, elle, c'est des travaux Spivak qu'on parle d'essentialisme stratégique. Ça peut être une ressource, mais ça aplatit. Bon. À partir de là, j'ai pris conscience que là, il y avait un fil important pour repenser l'émancipation à travers le poids de l'identitarisme national. Ça peut être religieux, ça peut être islamo-conservateur, ça peut être chrétien dans le cadre de la manif pour tous, etc. Il y a différentes variantes. Hein.
Jusqu'à présent, à partir de depuis Kant, jusqu'à Castoriadis, on peut dire, l'émancipation a beaucoup été définie comme une forme de conquête de l'autonomie individuelle et collective contre les dominations, contre les tutelles, dit Kant. Et je me suis rendu compte que ça ne suffit pas. Et que donc, pour redéfinir l'émancipation aujourd'hui, il faut avoir une pensée de l'identité ouverte, plurielle, hybride, mouvante. Et c'est pas dans les définitions classiques de l'émancipation. Pour pas enfermer, c'est pas pour refuser l'identitaire, mais l'enfermement identitaire. Et c'est pour ça que, je le signale un peu dans le livre, mais que un des penseurs importants pour ça, à mon avis, c'est Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire que c'est un penseur de la sortie de l'être. C'est-à-dire, l'être n'est pas simplement quelqu'un qui va s'enfermer dans le même, dans son identité, mais va avoir une ouverture à ce qui est autre. Bon. Et on pourrait d'ailleurs associer, dans la pensée décoloniale et anticoloniale, Lévinas, je pense à la pensée de l'hybridation d'Édouard Glissant, par exemple. Bon. Donc là, il y a une piste pour redéfinir. Il ne se fait pas simplement la nostalgie de la définition historique de l'émancipation. L'autonomie individuelle et collective ne peut pas suffire aujourd'hui face au péril identitariste. Il faut avoir une pensée, disons, de l'ouverture identitaire aussi. Alors, j'ai une dernière question, Philippe. On l'a compris, tu considères en gros que les gauches intellectuelles aujourd'hui ne sont pas vraiment à la hauteur, hein, parce que Emmanuel Lévinas, Édouard Glissant ou Merleau-Ponty, ils sont tous décédés. Hein, ils font plus partie aujourd'hui de la gauche intellectuelle vivante. En ce moment, on est en pleine crise du Covid. Tu as terminé ton livre, d'écrire ton livre en octobre dernier. Donc, tu en parles un peu de cette crise du Covid. Tu parles d'un recul symbolique du néolibéralisme et d'effets éventuellement positif. Quand on voit la profondeur de la crise, c'est toujours difficile de lire qu'il peut en ressortir quelque chose de positif. Mais toi, et comme ça fait une boucle avec la question que je te posais au départ, tu y vois quoi de positif, notamment au niveau de l'élaboration de la pensée de la gauche? Il y a des éléments, c'est pas au niveau de la pensée, il y a des éléments pour la gauche qui sont importants. Après des décennies de combat contre le néolibéralisme, en fait, les principaux États dans le monde mènent des politiques non libérales. Parce qu'ils injectent massivement de l'argent public dans l'économie. Ils vont à fond dans les déficits budgétaires, donc tout ce qu'on nous avait dit que c'était impossible avant. Donc là, il y a d'une certaine façon une victoire en pratique. Il y a une réévaluation de la question du bien public de la santé qui émerge de ça. C'est très important. Bon. Il y a une réflexion, et ça c'est plutôt émergé dans le premier confinement, une réflexion sur d'autres modes de vie plus écologiques, qui a été important, et qui, avec tous les discours, parfois un peu trop prophétiques sur le monde d'après. Bon. Mais en même temps, parallèlement, il y a une réification du national et des frontières avec la porte du mondial. Hein. Il y a eu tous ces éléments conspirationnistes sur d'abord la Chine, les Asiatiques, etc. Bon. Donc, il y a eu la flambée de conspirationnisme. Dans cette flambée, il y a une remontée de l'antisémitisme, notamment. Bon. Donc, il y a des éléments qui vont dans le sens de la dégradation du contexte confusionniste. Bon. Donc, c'est ambivalent. On ne sait pas où ça va. Dans la dernière phase, on sent que c'est plutôt les éléments négatifs. C'est-à-dire que les possibilités qui avaient, les réflexions, une certaine innovation qui avait émergé pendant le premier confinement sont plutôt rattrapées par les formes les plus négatives dans la situation actuelle. Ça, c'est plutôt cette forme de tendance. Dans la pensée, je vois pas, disons, de percée, ou une capacité de s'ouvrir, etc., de se saisir des choses. Hein. Le grand problème des intellectuels critiques, c'est d'être pris dans le brouillard et dans cette production contrôlée par personne du brouillard confusionniste. Pour les universitaires, c'est être enfermé dans beaucoup de découpages très disciplinaires qui permettent mal de saisir les dimensions globales de ce qui est en train de se passer. Donc on peut difficilement saisir les enjeux globaux.
Et donc il y a une difficulté à repenser le positif à partir du négatif. Je pense qu'il y a dans la gauche américaine plus de possibilités là-dedans. Je trouve que par exemple on a beaucoup d'évolutions très positives d'une des figures majeures de la pensée contemporaine qui est Judith Butler, qui, face à une série d'éléments, le Trumpisme, etc., a beaucoup permis d'évoluer. Évidemment, elle a intégré sa vision de déconstruction du genre, mais il faut se rappeler que Gender Trouble, c'est un livre anti-identitariste, c'est-à-dire c'est une critique des usages identitaires de la politique féministe. Donc c'est un dispositif de mise en cause de l'identitarisme, Gender Trouble. Et puis après, elle a continué toute une série de pensées. C'est une des rares qui a associé Michel Foucault et Emmanuel Lévinas pour penser les choses. Il y a très peu de gens, bon, qui s'est saisi de ce problème de la singularité, etc. Elle se pose la question de comment les problèmes d'organisation de la gauche aujourd'hui, tout en ne tenant compte des critiques que les libertaires font aux formes d'organisation. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose d'important. En France, je vois pas, et dans les forces politiques, c'est pire parce que les forces politiques sont paralysées par les manichéismes concurrents, notamment à gauche. Donc ils n'arrivent pas à un niveau global à se présenter comme une offre politique qui saisit les potentialités émancipatrices qui sont actives dans la société française. Par exemple, tout le monde s'est jeté sur les Gilets jaunes. J'ai un avis contrasté sur les Gilets jaunes. Pour moi, c'est un mouvement composite, ni complètement positif, ni complètement négatif, c'est composite. On s'est jeté sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est à la plus grosse des manifestations, selon les chiffres officiels, mais qu'on donne aussi pour les syndicats, etc. C'est autour de 300 000 manifestants au plus haut. Les manifestations Je suis Charlie en France, c'est les plus grandes manifestations de l'histoire de France. Plus de 4 millions de personnes. Qui s'est servi, à gauche, de ce qui surgit là, Je suis Charlie, je suis chrétien, je suis musulman, je suis athée, etc. Donc, contrairement à ce que disait Todd dans un livre délirant, une défense à la fois de la liberté d'expression, donc une composante du libéralisme politique, et une défense du caractère pluriculturel de la société française. Or, pas d'usage émancipateur de ce qui se passe, avec 4 millions de personnes dans la rue, pas d'usage, et après, les usages politiciens des ultra-conservateurs qui vont utiliser les attentats pour, disons, nourrir l'identitarisme anti-musulman. Et là, pour moi, c'est terrifiant, parce que là, il y a une occasion, il y a quelque chose, il y a un mouvement populaire, et c'est populaire parce que... Mais qui naît d'une émotion très forte. Oui, et ben, il faut... comment dire, le Front populaire, évidemment, il est lié en France, il a émergé aussi d'une émotion. L'émotion qu'ont suscité les manifestations de 34 et des ligues fascistes. Hein. L'émotion populaire, elle joue un rôle dans la rénovation de la gauche. Parce qu'on ne pense pas en 34 que les socialistes et les communistes peuvent être associés, les radicaux, et faire un gouvernement et qu'il peut y avoir le Front populaire. Hein. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il va falloir que tu fasses d'autres interviews. Merci beaucoup, Philippe Corcu.